Bon, donc je crois que la dernière fois que nous avons eu une séance de cours, c'était le paragraphe concernant méthode de détermination de l'ordre, c'est bien ça? Oui, monsieur. OK. Alors, en ce qui concerne la dégénérescence de l'ordre, nous avons vu en quoi il consiste. Et d'ailleurs, on a, je crois, un exercice, la série numéro 2, je crois. Oui, je crois que la série numéro 2, Oui. bien, nous avons un exercice où vous avez le CO étant très faible quantité par rapport à Cl2 pour former la molécule CoCl2, d'accord? Et donc, on a considéré que la concentration du Cl2 est quasiment constante. Et dans ce cas, même si la réaction est d'ordre 2, eh bien, ce qui va rester, eh bien, c'est l'ordre 1 du réactif CO. Enfin, la correction ou bien les explications sont dans la série numéro 2. On n'avait qu'à les consulter pour savoir, enfin, cette dégénérescence de l'ordre, j'ai déjà expliqué. Bien, si on utilise un grand excès de B par rapport à A, alors je vais, voilà. Si on utilise donc un grand excès de B par rapport à A, eh bien, ce qu'on va voir, c'est que B va rester quasiment constante malgré le déroulement de la réaction. Et donc, la cinétique, c'est une cinétique par rapport seulement à la variation du réactif A. Et donc, de cette manière, eh bien, on peut déterminer l'ordre, ou bien on isole, si vous voulez, par cette méthode de dégénérescence de l'ordre, on isole l'ordre partiel alpha du réactif A. Et si on veut inverser le problème, eh bien, si on utilise un très grand excès de A par rapport à B, ben dans ce cas-là, on va isoler l'ordre bêta du réactif B et l'étude cinétique sera ou bien servira pour déterminer l'ordre partiel par rapport à B et ainsi de suite. Donc, maintenant, il y a d'autres méthodes. Alors, les autres méthodes, c'est la méthode des vitesses initiales. Ben, c'est ce que nous avons vu. Je crois même trois, au moins 3 fois entre la série numéro 1 et la série numéro 2. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine d'y revenir. Maintenant, la méthode différentielle. Alors, la méthode différentielle, de toute façon, pour suivre la cinétique ou bien étudier cinétiquement la réaction, on doit suivre la cinétique. Voilà, c'est cette partie-là. On doit suivre la cinétique de la réaction en mesurant la concentration de A, par exemple, A, il s'agit d'un réactif de la réaction, en fonction du temps. Alors ici, on parle d'un réactif A, ça peut être aussi un produit aussi. D'accord? Donc, il suffit d'avoir la variation de la quantité d'un réactif ou d'un produit en fonction du A. Maintenant, une fois que nous avons la courbe qui représente la concentration d'un réactif ou bien d'un produit en fonction du temps, eh bien, ce qu'on va faire, on va déterminer, et la méthode, on l'a vu l'autre jour, on va déterminer la vitesse volumique, d'accord, de disparition de A, et s'il s'agit d'un produit, on parlera de formation ou bien de production d'un produit C, par exemple, à différents instants. Ça veut dire, si on a un graphique qui représente la concentration de A en fonction du temps, eh bien, A, c'est un réactif, donc il s'agit bien d'un produit dont on a une certaine quantité au départ, c'est la concentration initiale, et il va, d'une manière ou d'une autre, diminuer avec je dirais, en fonction du temps. Donc, la concentration de A va diminuer en fonction du temps. C'est bien. Maintenant, comme l'autre jour, je crois qu'on va mettre une autre couleur. Voilà, le vert par exemple, et essayer de tracer voilà, enfin plus ou moins. Et alors donc, on va choisir un certain nombre de temps, T1 par exemple,
T2, T3, T4. Il ne s'agit pas de la graduation de l'axe des abscisses. Il s'agit d'un choix d'un certain nombre d'instants, T1, T2, T3 et T4, et ainsi de suite. Et on va appliquer, je dirais, la méthode de détermination de la vitesse à partir de la courbe, c'est-à-dire tracer par exemple pour T1, eh bien, on va tracer en ce point, donc le point qu'on a ici, on va tracer la tangente et on va déterminer la pente de sa tangente et la pente, si négative, eh bien, on va la prendre en valeur absolue pour avoir la vitesse de la réaction. D'accord? Même chose ici, eh bien, nous avons en ce point, bien sûr, nécessairement une autre tangente, donc avec une autre pente, si vous voulez, et on aura donc la deuxième valeur de la vitesse, et ainsi de suite. Alors maintenant, une fois qu'on a déterminé la valeur de la vitesse est supposée égale, donc elle est là, est égale à une constante fois la concentration de A puissance alpha. Alors, même s'il y a, par exemple, je dirais un autre réactif B, par la méthode de dégénérescence de l'ordre, eh bien, le réactif B sera utilisé avec un très grand excès et sa concentration à la puissance bêta multipliée par la constante K va donner une constante apparente. En tout cas, pour nous, eh bien, il s'agit bien d'une constante. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, puisque vous avez cette expression V est égal à K fois la concentration de A puissance alpha, ben, si on porte, ou bien si on introduit le logarithme, eh bien, ça serait le logarithme de V est égal logarithme de K plus alpha logarithme de A. Vous voyez bien que à chaque fois, ou bien en chaque point ici, par exemple, nous avons la concentration de A, A1 par exemple, et par la pente, on va déterminer V1. En ce point-là, eh bien, vous aurez ici A2. Malheureusement, je n'arrive pas à écrire correctement. Vous me suivez, donc ce n'est pas grave. Donc ici, il s'agit bien de la concentration A2. Et à ce point, eh bien, vous avez la vitesse V2. Et ici, par exemple, eh bien, vous aurez la concentration A4, puisqu'il s'agit de l'instant T4. Eh bien, il s'agit de la concentration sur la courbe, bien sûr, A4. Et puis, la vitesse serait V4. Alors, on aura en quelque sorte un tableau de valeurs avec la concentration et avec la vitesse. On va voir les valeurs de la concentration et les valeurs de la vitesse correspondante. Il suffit de porter le logarithme népérien de V en fonction du logarithme népérien de A et la pente, eh bien, ça serait la valeur de alpha qui est l'ordre partiel de A pour la réaction, bien sûr. Donc, ordre partiel de A pour la réaction. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas compris? Vous avez tous compris? Ben, c'est très bien. Je vais passer donc de la méthode différentielle à la méthode suivante qui est la méthode intégrale. Et pour cela, alors dans ce cas-là, vous avez, on suppose que la vitesse est égale à K, concentration de A puissance alpha, comme le cas précédent bien sûr. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, bien, on va utiliser la méthode intégrale. Souvenez-vous que dans le cas de l'ordre 0, on va mettre l'ordre 0. Alors, ordre 0, eh bien, nous avions la courbe linéaire qui était la concentration, la concentration de A
qui varie d'une manière linéaire en fonction du temps. Oui. Oui. Dans le cas où vous avez l'ordre 1, eh bien, vous aurez, je dirais, c'est le logarithme népérien de la concentration en fonction du temps. Donc, ln de la concentration de A en fonction du temps qui varie linéairement, une courbe linéaire, donc c'est une droite en fonction du temps. D'accord? Oui. Puis, pour l'ordre 2, on va s'arrêter seulement à l'ordre 2. L'ordre 2, où est-ce que je vais représenter ça? Eh bien, si vous voulez, vous avez 1 sur A moins 1 sur A0. Souvenez-vous de cette relation, s'il vous plaît, est égal à une constante fois le temps. Alors, pour cette réaction, plutôt pour cette équation, si on utilise ou bien on trace 1 sur A en fonction du temps, alors cette fois-ci, ça serait l'inverse de la concentration. Et normalement, l'ordonnée à l'origine, c'est 1 sur A0, donc ici. Et on a une droite, mais cette fois-ci, la droite de pente positive. Donc voilà, on a, si vous voulez, un certain, supposons qu'on a mesuré la concentration de A en fonction de T. Si cette concentration varie linéairement en fonction de T, eh bien, je déduis immédiatement que la réaction est d'ordre 1, ou bien l'ordre partiel de A est égal à 1, plutôt 0. Sinon, si on n'obtient pas de droite, eh bien, on va passer à l'ordre 1, donc ici. Alors, pour l'ordre 1, vous avez le logarithme népérien de A en fonction de t est égal, enfin, ça donne une droite. Ben, si on obtient une droite avec le logarithme népérien de A, concentration de A, bien sûr, en fonction du temps, je peux déduire immédiatement que l'ordre partiel de A est égal à 1. Si la droite n'est pas obtenue, eh bien, je vais passer à l'ordre 2, et ainsi de suite. Donc, je dirais, pour chaque ordre, que ce soit 0, ou bien 1, ou bien 2, et peut-être 3 aussi, pourquoi pas, il y a une courbe qui caractérise l'ordre. Alors, je donne l'exemple de 0, 1 et 2. Eh bien, pour 0, c'est la concentration de A qui est linéaire en fonction du temps. Pour l'ordre 1, c'est le logarithme népérien de A qui est linéaire par rapport au temps. Et pour l'ordre 2, c'est l'inverse de la concentration qui est linéaire par rapport, ou bien en fonction du temps. D'accord? Donc, si vous voulez, on suppose qu'il s'agit d'un ordre et on vérifie avec la linéarité de la courbe qui caractérise l'ordre en question. Voilà donc la méthode intégrale. Méthode différentielle, il s'agit d'obtenir les données de A en fonction, plutôt V en fonction de A, donc une colonne avec la valeur de la concentration et les valeurs des vitesses correspondantes. Et on trace la courbe et normalement la pente, c'est en introduisant bien sûr le logarithme népérien et on a alpha comme pente de la droite. D'accord? Dans le cas de la méthode intégrale, eh bien, on suppose, on va partir de l'équation de vitesse intégrale que nous avons obtenue pour chaque ordre. Et cette équation, normalement, elle peut être linéarisée. Et les courbes que je vous donne ici, les droites que je vous donne ici, eh bien, c'est tout simplement la linéarisation de la loi de vitesse correspondante à chaque ordre. OK? Ben, j'efface. Il reste une dernière méthode, c'est la méthode des temps de demi-réaction. Eh bien, pour l'ordre 0, bien, je dirais ici, il s'agit de l'ordre. Alors, l'ordre, et ici, c'est, je dirais, la valeur de, ou bien
l'exposant de la concentration initiale. Je vais effacer. Voilà. Alors, je dirais la concentration de A initiale à la puissance alpha. Alors, l'ordre, et ça, je dirais, c'est une règle. Donc, pour ceux qui l'intéressent, ben, ils peuvent toujours l'écrire et l'avoir dans un bout de papier quelque part. Et sinon, c'est à vous de voir. Hein. Alors, vous avez donc l'ordre. S'il s'agit de l'ordre 0, eh bien, alpha est égal à 1. Si l'ordre est égal à 1, alpha est égal à combien? 1 demi pour l'ordre 1 est égal à quoi? 0. 0. Comment ça? Alpha est égal à 0. Merci. Parce que alpha ou bien t1 demi est égal au logarithme hypérien de 2 sur k. Est-ce qu'il y a ici la concentration initiale? Dans l'expression de t1 demi pour l'ordre 1, est-ce qu'il y a la concentration? Est-ce que t1 demi dépend de la concentration? Non. Bien, comme il vient de dire votre camarade, alpha est égal à 0. Maintenant, pour l'ordre 2, eh bien, nous avons vu que t1 demi, c'est le logarithme hypérien. Non, ce n'est pas un logarithme. Je ne sais pas quel est, je crois que c'est 1 sur la concentration initiale petit a fois k. D'accord. Et a, c'est la concentration initiale. Donc, pour l'ordre 2, c'est alpha est égal à combien? 1. Mais non. Il est au dénominateur et non pas le numérateur. -1. Merci. Bon, c'est très bien. Et si je considère l'ordre 3, eh bien, ça serait alpha est égal à moins 2. D'une manière générale, nous avons, si vous avez l'ordre alpha par rapport, si vous avez l'ordre alpha pour la concentration 0, l'état initial, eh bien, pour un ordre alpha quelconque, ça serait quoi? 1 moins alpha. Alpha moins 1. Non, c'est le contraire. Pour 0, ici, 1 moins alpha, ça donne 1. Le voilà. Pour 1, 1 moins 1, ça donne 0. Pour 2, 1 moins 2, ça donne moins 1. Pour 3, 1 moins 3, ça donne moins 2, et ainsi de suite. Donc, c'est 1 moins alpha. D'accord? Oui. Si je veux généraliser avec l'ordre correspondant, bien sûr, eh bien, si je veux généraliser, bien, si vous voulez, déjà pour 0, 1, 2, 3, ça me donne 1 moins alpha. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour un ordre alpha quelconque, T1 demi, d'accord, ça serait 1 sur K, petit a, si petit a représente la concentration initiale, eh bien petit a à la puissance 1 moins alpha. D'accord?
Non. C'est alpha moins 1. Mais si on veut faire passer la concentration initiale au numérateur, eh bien, ça serait le contraire avec le signe contraire. Et donc, ça serait 1 moins alpha. دابا ان شاء الله الا نظهر لي خربق لكم الراس مزيان راه نمسحوا هذا الشيء هذا. Et on va lire ce qu'il y a dans le texte. Alors, si le temps de demi-réaction est indépendant de A0, alors on a directement alpha est égal à 1. Ça, c'est sûr. Donc, si T1 demi ne dépend pas de A0, nous avons alpha est égal à 1. C'est bien. S'il dépend de A0, alors il faut se souvenir que le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la puissance alpha moins 1. Donc, si j'écris T1 demi, c'est toujours inversement proportionnel à 1 sur, Ouais, 1 sur contraste. 1 sur A0, ou la petite a qu'on voulait, alpha moins 1. D'accord? Puissance Oui. alpha. Ou bien la puissance, ça serait 1 moins alpha. OK? Alors, si on trace maintenant dans la suite, si on trace le graphique de logarithme népérien de T1 demi en fonction de logarithme de A0, eh bien, ça va donner une droite, et la droite, la pente, c'est 1 moins alpha. Oui? Oui. وهي ما تما والو غير شي شويه ديال الفا لتحت للفوق هي اللي خلقت لكم الراس. D'accord? D'accord. Donc, je répète quand même encore une dernière fois, T 1 demi, elle est proportionnelle ou bien inversement proportionnelle, comme vous voulez, un sur A0 puissance alpha moins 1. Ou bien elle est proportionnelle à A0 puissance 1 moins alpha. يعني le moins ديال La هذا puissance 1 moins alpha. Ça c'est la puissance إلا خليناها لي في السطر ولا la puissance alpha moins 1 إلا عملنا l'inverse ديال A0 tout simplement. D'accord? Oui. Donc, lorsqu'on va porter le logarithme, je vais changer de couleur, voilà. Lorsqu'on va porter, donc vous avez, enfin on a encore des minutes, d'accord? Donc si on trace Ln de T1 demi, d'accord? Oui. En fonction de logarithme de A0, allez, c'est une fonction si vous voulez, d'accord? Ce Oui. qu'on va trouver, eh bien, c'est une droite, et cette droite, et la conclusion directeur, c'est 1 moins alpha. Ah, OK? oui. Donc, la pente de la droite, de la courbe a dit ln de 1 demi est égal à f, ou bien en fonction de ln de A0, eh bien, ça va donner une droite dont la pente, c'est 1 moins alpha. Alors, si on a la valeur de 1 moins alpha, qui est normalement négative, une valeur négative, ben on va déduire la valeur de alpha, bien sûr. D'accord? Oui. OK, c'est bien. Maintenant, on va passer à toute autre chose. C'est la loi d'Arrhenius.
Donc, tout ce qui se passe, enfin, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont des formalismes ou bien des modèles mathématiques concernant un certain nombre de réactions simples pour avoir un certain nombre de caractéristiques cinétiques concernant ou bien qui représentent la variation ou bien l'influence de la variation de la concentration sur la vitesse de la réaction. Bien, souvenez-vous que dans l'une des premières séances, nous avons vu que la température est un facteur important aussi en ce qui concerne la variation de la vitesse. Donc, la température influe largement la vitesse de la réaction. D'accord? Et cette influence, eh bien, elle est représentée par ce qu'on appelle euh, la loi d'Arrhenius, ou bien ce qu'on appelle l'énergie d'activation, voilà, expérimentale d'Arrhenius. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie d'activation expérimentale d'Arrhenius? Eh bien, Arrhenius a constaté que lorsqu'il mesure la constante de vitesse, finalement, supposons que vous avez une réaction dont la vitesse c'est V est égale à une constante fois la concentration de A exposant alpha, la concentration de B exposant bêta. D'accord? C'est bien. Supposons qu'on va laisser la concentration de A et la concentration de B avec alpha et bêta sont connus. Donc, on connaît l'ordre par rapport à A et par rapport à B. Et on va faire l'étude cinétique de la réaction pour déterminer K à la température T1. C'est bien. On laisse exactement les mêmes conditions en ce qui concerne les concentrations de A et de B, c'est-à-dire on va laisser les mêmes valeurs de concentration, on ne change pas de concentration, mais on va changer la température pour aller à la température T2. Soit en augmentant, soit en diminuant, peu importe. Et donc, on va déterminer, puisque K, c'est tel qui dépend de la température. Donc, pour T1, on va déterminer K1 comme constante de vitesse. Pour T2, on va déterminer K2. Et peut-être une autre température T3, on va déterminer K3. Et finalement, pour chaque température, on détermine une nouvelle constante de vitesse parce que, effectivement, la constante de vitesse dépend de la température. Eh bien, lorsque M. Arrhenius a mesuré la constante de vitesse à différentes températures, ce qu'il a constaté, c'est que le logarithme népérien de K lorsqu'il le trace en fonction de 1 sur T, eh bien, ce qu'il trouve, c'est une droite de pente négative. D'accord? C'est peut-être pas toujours le cas, mais d'une manière générale, donc c'est un comportement qui a quand même un caractère général pour un grand nombre de réactions. Vous avez le logarithme népérien de K en fonction de T, ça donne une droite. Eh bien, ceci, ça veut dire quoi? Ben, tout simplement, vous avez, si on introduit l'exponentielle, eh bien, ça serait, ou bien, M. Arrhenius a déduit en quelque sorte l'équation qui représente, qui donne la variation de la constante de vitesse vis-à-vis de la température, c'est celle-là. Donc, la loi approchée que M. Arrhenius a déterminée, eh bien, c'est bien celle-là. C'est-à-dire que la constante de vitesse est égale à une constante K0. Parfois, on le note aussi par la lettre A. E puissance moins EA sur RT. Et là, c'est EA, c'est une caractéristique, donc c'est une constante qui ne varie pas de la température, bien sûr.
R, c'est la constante des gaz parfaits. Et puis, ce qui varie, c'est plutôt la température. Alors, lorsque la température varie, eh bien, la valeur de K change aussi. Sinon, K0 ne dépend pas de la température non plus. Et ce facteur K0, eh bien, on l'appelle le facteur préexponentiel. Donc, en considérant cette relation, vous avez cette formule. Eh bien, il s'agit de la, je dirais, donc, K, c'est la constante de vitesse. Enfin, j'étais en train de vous expliquer, voilà, c'est Michel chez GRA, c'est pas grave. Donc, vous avez la constante de vitesse qui est égale à K0, E puissance moins EA sur RT. Alors, K, c'est la constante de vitesse. K0, donc facteur préexponentiel, qu'on note aussi par la lettre A parfois. Alors, facteur préexponentiel, tout simplement parce qu'il est écrit juste avant l'exponentiel. D'accord? Et l'exponentiel de quoi? C'est moins EA sur RT. Alors, moins EA sur RT. Donc, R, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température. Et EA, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation de la réaction. Je rappelle, je répète plutôt, EA, c'est l'énergie d'activation de la réaction. On va voir en quoi ça consiste, ou bien qu'est-ce qu'elle représente réellement, cette énergie d'activation. D'accord? Alors ici, nous avons encore 1 minute et demie. Mais sinon, donc, vous avez, à le cas, on l'appelle donc facteur préexponentiel. Eh bien, en quelque sorte, ça représente le nombre de chocs. D'accord? Le nombre de chocs entre particules. Et vous savez très bien que tous les chocs ne donnent pas naissance à une réaction chimique, ou bien ne donnent pas naissance à une transformation chimique. Et donc ici, l'exponentielle E moins 1 sur RT, eh bien, ça représente en quelque sorte la fraction des chocs qui vont donner naissance à la réalisation de la réaction, donc à la transformation de la matière, autrement dit, rupture de liaison, certaines liaisons, et formation d'autres liaisons, bien sûr. C'est bien. Alors, donc, je crois que, donc ici, juste en bas, vous avez ici EA, c'est l'énergie d'activation de la réaction. EA est pour un domaine de température pas trop large, une constante que l'on détermine expérimentalement, c'est son unité. Son unité en système international est joule par mol moins 1. Donc, c'est une énergie. Ben, il va prendre l'unité d'une énergie. Cette